Bonjour à tous et bienvenue. Ce samedi, dans Smart Stories, nous dresserons le bilan du 12e sommet du G20 des entrepreneurs du monde entier qui s'est achevé hier. 2 femmes participantes et donc témoins viendront nous raconter les coulisses, les victoires et leurs inquiétudes dans ce contexte de crise économique à la fois brutal et douloureux. Et puis, nous tenterons de répondre à cette question fondamentale en deuxième partie d'émission. Comment va-t-on se nourrir demain ? Il sera notamment question de spiruline avec la start-up Algorapolis et de burgers végétal. C'est ce dont nous parlera Amancio Sampaio dans sa chronique Smart Stories. C'est parti! Et on parle tout de suite du G20 des entrepreneurs qui vient de s'achever avec Areba Rehman. Bonjour Areba. Bonjour Capucine. Vous êtes donc la fondatrice de l'entreprise Fred Bay. Je rappelle que c'est une place de marché qui met en relation particuliers et transporteurs pour livrer des objets volumineux. Et vous êtes sur ce plateau puisque vous êtes la présidente de Citizen Entrepreneurs qui emmène chaque année une délégation de jeunes dirigeants français au fameux G20 des entrepreneurs. À vos côtés, Rachel Chichportige, bonjour. Bonjour Capucine. Soyez la bienvenue. Et vous êtes membre également de cette délégation 2020 du G20. Et vous êtes la présidente de Danae. En 2 mots, Danae. Danae est une agence d'ingénierie culturelle dédiée à l'art digital. Vous étiez donc dans cette délégation et vous êtes là toutes les deux pour nous parler de ce 12e sommet qui s'est donc achevé hier dans un contexte de crise économique évidemment brutal et douloureux. J'ai envie de vous demander, Areba Rehman, votre bilan, comment ça s'est passé ? Mais plutôt bien, malgré le contexte, puisque parce qu'on en avait besoin, en fait. Nous, on a décidé en France de faire une réunion physique, évidemment dans le strict respect des conditions sanitaires. On s'est rencontrés, donc ça a commencé le mardi en France. On a eu donc la chance d'être accueillis dans une salle qui pouvait accueillir, dans le contexte, 70 personnes, nous étions 40, donc largement chez la CCI Place Bourse à Paris. Le deuxième jour, donc le mercredi, on s'est tous, pareil, les 40 réunis chez Open Mind Café, sur 2 étages, tout privatisé pour la délégation. On a eu une grande chance. Et donc aujourd'hui, à la Défense, chez EY, cofondateur et partenaire de Citizen Entrepreneurs. Et vendredi, donc là, c'était prévu chez BPI, où on avait aussi le hub et l'amphithéâtre réservé, et malheureusement, qui n'a pas pu avoir lieu. Donc là, sur ces 4 jours-là, il y avait 2 jours qui étaient consacrés sur la Trade Mission, propre à la France. C'est là où on rencontre tous les acteurs économiques pour accompagner tous les jeunes entrepreneurs de la délégation qui souhaitent se lancer sur le marché. Donc cette année, présidée par l'Arabie Saoudite, sur le pays de l'Arabie Saoudite. On a eu donc la chance d'avoir Gérard Mestrallet, par exemple, le président de l'agence Afaloula, sur le grand projet. Le grand projet en Arabie Saoudite aujourd'hui qu'il pilote. Exactement. Et plein d'autres acteurs évidemment très intéressants. Et on a travaillé donc en début, le mardi matin, sur les brainstorming. Le brainstorming, c'est vraiment l'idée aussi de cette délégation. C'est pas uniquement de se regrouper et de faire du networking au niveau global et au niveau France et rencontrer ces acteurs. C'est aussi, à la fin, d'établir vraiment des recommandations qu'on remet au gouvernement français. Donc, c'est ce qu'on appelle la partie brainstorming. Ça veut dire... Donc ces recommandations, on va en parler après, Areba. Vous allez donc les remettre à l'État français dans quelques semaines. Rachel Chichportige, votre regard, c'était la première fois, c'était votre première participation. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Comment est-ce qu'on vit un moment comme celui-là ? Est-ce que vous avez l'impression que des idées ont émergé ou non ? Alors moi, j'ai pas vécu toutes les journées parce qu'on est 2 fondatrices de Danae. Donc c'est Laetitia Maffei, elle fait partie de la délégation sur les premiers jours et moi les 2 derniers jours. C'était très intense. C'était très intense et je crois que on avait tous par ailleurs la possibilité de suivre en visio, évidemment. Et ce qui est très intéressant, c'est à la fois l'éclectisme des intervenants et la diversité des personnes qui sont là pour écouter et qui donnent leurs impressions, leurs avis de pays complètement différents dans des... Alors justement, les pays, faites-nous rêver. Il y avait dans cette délégation, il y avait quel pays ? Et est-ce que vous voyez émerger des personnalités différentes en fonction des pays, justement, dans ce contexte inouï, extrêmement étonnant, surprenant que l'on est en train de vivre en ce moment ?
Alors, on est en train de vivre une pandémie qui est vécue, j'ai envie de dire, de façon assez similaire dans tous les pays. Mais pas de façon très, très synchrone en même temps. Absolument. La preuve, c'est que jeudi soir, on a appris qu'il y avait un confinement, qu'on repartait sur un deuxième confinement en France. Tous les autres pays n'en sont pas là. Ouais. Aujourd'hui, nous avons donc l'Italie, le Royaume-Uni, le Canada, les Chinois, les Indiens, les Mexicains, qui font partie, donc tous les pays du G20. Et c'était très surprenant. Hein. La grande nouvelle, évidemment, ça a vraiment bouleversé tout le... Mais est-ce que vous avez observé, toutes les deux, des personnalités qui sont plus résilientes que d'autres dans cette période de crise? Est-ce que vous voyez justement des pays qui réagissent différemment à la crise? Moi, je trouve que les femmes sont plus résilientes que d'autres, hein, si je peux me permettre. Non, mais ça, c'est pas les pays, c'est un autre sujet. mais... Sur les pays, Areba. Pour parler des pays, c'est vécu, en effet, c'est vécu différemment. Ouais. Moi, j'ai l'impression que... par exemple, si j'avais à parler, le Mexique et le Brésil, l'Argentine vont quand même très très mal. Ouais. Les aides de l'État que la France a eues quand même, ce sont des aides exemplaires. On a beaucoup de chance. Quand on compare les aides, le PGE, etc., par rapport à d'autres pays du G20, on a beaucoup de chance. Donc j'ai envie de dire, en général... Oui, donc, en fait, pendant ce G20, vous avez pu mesurer la chance qu'avaient les entrepreneurs français. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Le soutien et la chance de... Il y avait une forme de jalousie de la part des étrangers? Non, mais beaucoup d'admiration, je crois, et d'étonnement d'être aussi soutenu par l'État. Ouais, beaucoup d'appréciation. Et par exemple, en Arabie Saoudite, eux aussi ont mis en place des aides, mais à hauteur de 60%. Donc, vous voyez le décalage par rapport à la France, qui est énorme. Je voudrais qu'on revienne sur la base de ce G20. Vous avez beaucoup brainstormé pendant ces quelques jours. Comment ça se passe bon, déjà, un brainstorming à distance, mais concrètement, sur quel sujet? Comment il se passe, ce brainstorming, Rachel? Alors, on ne peut pas vraiment divulguer les sujets, parce que les recommandations... mais donnez-nous des pistes. Alors, les recommandations n'ont pas encore été remises, mais donnez-nous des pistes. C'est quoi? C'est le développement durable, c'est l'économie circulaire, c'est des sujets qui sont dans la mouvance de ce qu'on vit en ce moment. Ce sont essentiellement des sujets d'actualité et les sujets qui touchent aujourd'hui au monde de demain, je crois, d'une manière assez globale, tant sur la partie développement durable que sur la partie business, culture. Je crois que c'est beaucoup de sujets qui touchent à quel monde nous construisons pour demain. Les jeunes entrepreneurs. Oui, Areba. Non, je voulais aussi dire qu'il y a vraiment des recommandations qui sont nées parce qu'il y a eu le Covid. Et ça, c'est intéressant aussi, de réfléchir différemment et de se dire que... Dites-nous un peu plus, c'était quoi ces recommandations? Alors, je ne peux pas dire ce que c'était, mais ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'on a, sur le côté global et en France, on est quand même concerné sur les mêmes sujets. Ça veut dire l'innovation qui n'est pas que technologique, l'accélération des processus administratifs lorsqu'ils prennent des décisions, la souveraineté numérique en France et dans l'Europe, c'est l'inclusion, la diversité, le sujet de la femme. Bon, ça rentre dans l'inclusion, évidemment, la diversité, mais voilà, c'est... Pardon ? Mais pas que. Mais pas que, absolument. Donc, c'est des sujets quand même qui sont assez globaux et qui sont assez similaires au niveau mondial. On revient sur la délégation française, une trentaine de participants. 35. 35. Il y avait qui dans cette délégation française ? Alors, les entrepreneurs, les 35, pour les citer, la liste, elle est assez longue et en plus, c'est tellement fascinant ce qu'ils font, mais c'est multisectoriel. Multisectoriel, voilà. Et puis des entrepreneurs qui viennent d'outre-mer également. Absolument, nous en avons 4, donc bravo d'avoir fait le déplacement pendant cette période-là. On a Alchimie, par exemple, qui lance, donc Kevin Alchimie, qui fait des montres de luxe haut de gamme, donc c'était très intéressant, notamment dans cette période. Nous avons donc notre Sherpa, qui est Anne-Laure Morel, qui, elle, fait de la biotech avec des nanotechnologies, c'est de la médecine, qui a malheureusement pas pu être là aussi jeudi et qui a dû partir, elle a fait une partie, elle a dû prendre le vol pour entrer à La Réunion. Nous avons, j'ai envie de citer, des domaines de l'industrie, de l'IA, Philippe, Big Data, beaucoup. Philippe Rivière, par exemple, son entreprise ACI, qui a quand même 400 employés, qui fait 45 millions de chiffre d'affaires. Et en fait, c'est des solutions pour l'industrie haut de gamme made in France. Qu'est-ce que ça fait de participer à cette délégation? C'est une fierté?
Qu'est-ce que vous en tirez, Rachel Chiche-Partige? On en tire vraiment beaucoup d'énergie, une énergie très positive qui vient des entrepreneurs, des intervenants. Et puis une sensation de participer quand même à quelque chose qui va permettre au monde de grandir, ou en tout cas d'évoluer et de prendre la conscience d'une certaine forme de changement, quels que soient les domaines finalement. Alors vous êtes 2 femmes sur ce plateau, j'en suis ravie, même 3 avec moi. Et pourtant le pourcentage de femmes présentes à ce G20, il était autour de 30%. 34%, bon c'est ça, autour de 30%. La parité, elle fait pourtant partie de vos priorités, Reba Rehman. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument. Alors, déjà 34%, on peut se féliciter parce que il y a 3 ans, on était à 15%. L'an dernier, nous étions à 27%. Cette année, dans le contexte du Covid, un pays comme l'Arabie Saoudite, qui met plutôt des freins à des femmes entrepreneurs, si on se retrouve à 34%, j'ai envie de dire que c'est déjà pas mal. C'est une belle évolution. L'année prochaine, le sommet des G20 a lieu en Italie, et je l'espère là pouvoir atteindre la parité. On le dit souvent, les femmes ont plus de mal dans cette période de crise, les femmes entrepreneurs. Comment est-ce que vous l'expliquez, Rachel? Est-ce que vous le ressentez, vous? Comment est-ce que vous traversez cette période de crise? Et comment est-ce que vous expliquez que ce soit aussi compliqué pour les femmes? Je ne sais pas si c'est plus compliqué pour les femmes. C'est ce qui ressort de beaucoup d'études. Je pense que ça l'est parce qu'à la base, les femmes doivent toujours se battre 2 fois plus pour arriver au même résultat que les hommes. Donc quand les difficultés s'accumulent, effectivement, ça peut être plus compliqué. Et en même temps, je pense que les femmes sont plus résilientes, elles ont plus de capacité à innover et à créer des modèles différents. Ça, j'y crois vraiment. Mais, donc elles devraient davantage saisir la crise comme une opportunité. Mais je pense qu'il y a des femmes qui saisissent la crise comme une opportunité. Après, la crise est très, 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 très difficile. Violente. Et violente. Elle est violente en effet, mais je confirme, Capucine, et notamment j'ai lu un peu les résultats de Marie-Éloi, qui est à la tête de Bouge ta boîte et qui vient souvent et qui nous a fait une chronique sur le sujet. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous pose la question, parce qu'elle a fait une chronique. C'est un vrai sujet en effet. Et oui, ça a été plus difficile pour les femmes, je le confirme, parce que pourquoi? Parce que les femmes en fait, elles ont. Alors on parle de la fameuse charge mentale, elle est toujours présente, sauf qu'elle a été doublée pendant cette période-là. Elles sont se retrouvées avec les enfants à gérer à la maison, parce que les écoles étaient fermées, donc il fallait qu'elles gèrent les enfants, il fallait qu'elles... Et finalement, en fait, on a eu... Mais ça, c'est toujours les mêmes problèmes, finalement. Oui, mais pendant le confinement, ça s'est renforcé. Ça s'est doublé, en fait. Donc, forcément, ces petites entreprises-là, elles ont... dirigées par les femmes, ça a été beaucoup plus compliqué pour la femme de se dire je vais me rendre en l'entreprise, alors qu'en fait, finalement, elle avait les enfants à gérer. Elle avait et la priorité, c'était plutôt de laisser le mari, le conjoint... Deuxième vague qui arrive, est-ce qu'elles seront plus à même de mieux gérer cette crise, selon vous? Non, moi je pense pas. Je pense qu'au contraire, elles ont déjà donné beaucoup et que la deuxième vague, c'est vraiment encore plus compliqué parce que ça s'accumule. Parce que ça s'ajoute. Et je crois que les entrepreneuses qui ont essayé de vraiment relever la tête et continuer. Aujourd'hui, avec la deuxième vague, je pense que c'est vraiment difficile de garder le cap. C'est ce que vous ressentez? On a l'impression que c'est un peu une introspection. Quels sont vos conseils et comment est-ce que vous la vivez, vous, personnellement, cette crise? Moi, je pense qu'il faut garder, il faut toujours rester positif, il faut garder un aspect positif. Être entrepreneur, c'est être positif, c'est être optimiste, parce que sinon, on ne le serait pas. Donc, je crois que c'est vraiment fondateur et j'allais dire, c'est un art de vivre. Un art de vivre, on gardera ça. Mais ceci étant dit, je pense que ça reste très difficile. À la différence près que là, les écoles sont ouvertes. Et je pense que ça va quand même changer beaucoup de choses pour les femmes. Absolument. C'était le point sur lequel moi je voulais rebondir rapidement. L'expérience de la première va... Alors évidemment, on est tous fragilisés. Pas les femmes plus que les hommes. On est tous fragilisés parce que c'est quand même un deuxième confinement. Mais en même temps, on voyait bien qu'on est arrivé petit à petit. On a été un petit peu préparés au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, alors c'est mon impression, que le confinement ne va pas être vécu de la même façon parce qu'on a déjà connu le premier et on va pouvoir du coup s'organiser différemment. Parce que c'est la première fois. Vous êtes plus optimiste sur l'avenir?
Oui. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir? Oui. Dans cette période, quand même. Mais bien sûr, parce que de toute façon, ça Plus va reprendre. Comme le disait Rachel, on le cultive, cet optimisme, pour justement qu'il devienne un peu un moteur au quotidien. Absolument, oui, je rejoins complètement cette chose-là, parce que de toute façon, ça va repartir. C'est juste une histoire de temps. Alors évidemment, c'est une histoire de temps, mais c'est vite dit, parce que c'est quand ça va repartir. C'est cette incertitude qui est difficile à gérer. Mais n'empêche que ça va repartir. C'est une histoire de se dire combien de temps on peut tenir, combien de temps la trésorerie va être là. Bien sûr, bien sûr. C'est tout ça. À partir du moment où on arrive à vraiment bien tout cadrer, tout ça, évidemment, ça va repartir. Areba, on reboucle sur le G20, il nous reste une trentaine de secondes. Quand est-ce que vous allez les remettre, ces recommandations? À qui et quand? Les recommandations qui vont sortir de ce grand brainstorming du G20? Alors, idéalement, c'est prévu pour le 7 décembre. 7 décembre. Voilà, c'est prévu de le remettre à M. Bruno Le Maire, donc notre ministre. Je dis idéalement le 7 décembre, parce que le confinement va jusqu'au 1er. Je ne sais pas, nous ne savons pas aujourd'hui dans quelle situation nous serons courant décembre. Donc, il se peut qu'il y ait un décalage, nous ne l'espérons pas, mais en tout cas, les recommandations seront remises. Areba, Rehman, Rachel Chichportich, merci infiniment à toutes les deux d'être venues nous raconter les coulisses de ce G20. C'est la fin de Smart Leader et on enchaîne tout de suite avec Smart Tomorrow. Restez avec nous. Smart Tomorrow et une question, comment va-t-on se nourrir demain? Un chroniqueur et une start-up pour répondre à cette question. Amancio Sampaio, vous allez nous parler de l'avenir du burger végétal. On est ravis de vous retrouver. Bonjour et bienvenue. Et puis une start-up, Algorapolis, qui met la spiruline, cette algue, on peut parler d'algue, dans tous ses états. Vous restez avec nous, on en parle tout de suite. Amancio, je rappelle que vous êtes consultant en stratégie, ancien président d'une multinationale en France, et donc vous essayez de répondre à cette question. Est-ce que le futur du burger est végétal? Pour répondre à cette question, il faut peut-être revenir d'abord sur la croissance exponentielle de ce qu'on appelle la food tech. Vous allez nous rappeler ce que c'est que la food tech? Voilà, la food tech, en fait, c'est la technologie qui s'applique actuellement dans tous les domaines d'activité liés à la nourriture, à l'alimentation. On va parler pas seulement de la nourriture en soi, mais aussi dans la chaîne d'approvisionnement qu'on va avoir entre les producteurs, les consommateurs, l'optimisation des restaurants, des nouvelles façons d'amener en fait les protéines, les aliments d'une façon plus saine pour les consommateurs et aussi pour la planète. C'est un peu l'objectif vertueux de la food tech. Pourquoi le marché du burger végétal, il est aussi vertigineux aujourd'hui? On peut vraiment parler de vertige par rapport à celui du burger de viande. Oui, absolument. Il y a une croissance accélérée et je crois qu'il y a deux forces. Oui, absolument. Les marchés de la viande végétale aujourd'hui, c'est estimé en 2019 à 12 milliards de dollars dans l'année, avec une croissance de 38% comparée à 2017. Donc c'est très grand. C'est que c'est intéressant de dire que c'est encore émergent parce que le marché total de la viande au niveau global, c'est énorme. On parle de 2000 milliards de dollars et c'est ça qui fait l'attrait du développement de la viande végétale aussi, parce que le potentiel de développement business, c'est vraiment énorme. Et donc il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché? Ouais, dans ces marchés, actuellement, justement, c'est émergent. 12 milliards, c'est attrayant. Le potentiel de croissance à 2000 milliards, c'est très grand. Et maintenant, on voit un engouement d'entrepreneuriat où on a des startups très vertueuses, comme on a aujourd'hui. On peut voir Beyond Meat aux États-Unis, qui est rentré en bourse il y a une année. Et ça atteint déjà 8 milliards de dollars de capitalisation en un peu plus d'une année. Et il y a Impossible Foods, il y a les Français, les nouveaux fermiers. Il y a aussi les majeurs de la viande qui rentrent dedans pour ne pas se faire dépasser. On va à JBS, on va à Cargill et l'industrie de la nourriture générale, comme Nestlé ou même Kraft Heinz. Est-ce que ce burger végétal, il est si naturel que ça? Est-ce qu'il est bio? Est-ce qu'il fait du bien, finalement, à la planète et au corps? Bon, là, il faut se dire vraiment que les forces qui poussent la viande végétale, c'est vraiment... il y a deux forces qui les poussent, qui c'est vraiment l'urgence climatique d'un côté, de l'autre côté les changements d'habitude, voilà exactement, et les changements d'habitude consommateurs sont plus ouverts à remplacer les protéines animales pour des substituts. Quand on parle de l'impact écologique, il est substantiel. Je parle d'environ 90% de réduction dans l'utilisation du sol, dans la consommation de l'eau et aussi de l'émission des gaz à effet de serre. Par contre, pour répondre à la question si c'est un synonyme d'un produit naturel et bio, pas nécessairement, parce que le but
des industriels qui sont en train de travailler dans la food tech pour développer de la viande végétale, c'est vraiment de réduire les écarts avec les goûts de la vraie viande. Pour réduire ces écarts, il y a beaucoup d'R&D, beaucoup de technologies, de formules secrètes, de brevets. Ça fait des produits bien processés qui incluent même des OGM. Merci beaucoup Amancio Sampaio. Vous restez évidemment avec nous pour la suite de Smart Tomorrow. Avec vous, Gabriel Riboulet. Je rappelle que vous êtes le patron d'Algorapolis, une start-up qui est basée à Paris et qui starifie ce qu'on appelle la spiruline. Mais vous êtes sur un marché très précis, celui de la spiruline fraîche. Vous allez nous le raconter. Je rappelle quand même que la spiruline, si ça va vous intéresser, Amancio, a été qualifiée d'aliment du futur par l'ONU. Alors pourquoi aliment du futur ? Alors, la spiruline, c'est l'aliment le plus complet qui existe, un des aliments les plus complets qui existent naturellement sur Terre. C'est pas nouveau, ça a 3,5 milliards d'années, c'est une cyanobactérie, c'est 1 milliard d'années avant les animaux. Donc précisons, c'est une algue ? Ça peut être considéré comme une microalgue, c'est microscopique, c'est vraiment tout petit. C'est donc quelques milliards d'années avant les végétaux et les animaux, et c'est consommé depuis très longtemps. Ça revient, on va dire, à la mode, et vous avez certainement consommez, vous, peut-être de la spiruline sous sa forme déshydratée. C'est-à-dire que, comme une pomme, je vais la déshydrater, ou une pomme fraîche, je vais la manger directement de l'arbre. Nous, on fait de la spiruline fraîche, directement à Paris, du producteur au consommateur. D'où elle vient, la spiruline, à la base ? Où est-ce qu'elle est née ? Elle est née dans des lacs d'eau saumâtre. Il en existe encore une centaine de souches dans le monde. On est allé récupérer cette souche par un laboratoire qui nous l'a amenée et on cultive ça directement dans Paris, dans des cuves et dans des tubes, avec de la lumière, du dioxyde de carbone, du sel et un petit peu de bicarbonate de soude. Okay. Il y a des startups qui font pousser des champignons dans des hangars désaffectés. Vous c'est de la spiruline fraîche. Exactement. Vous êtes un peu l'homologue. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à la spiruline ? Comment est-ce que vous avez mis le pied là-dedans ? À la base, j'ai un bac agricole, donc je suis revenu à mes premiers amours. Après, je voulais un peu plus de valeur et de sens dans ce que je voulais faire. Donc, produire l'aliment le plus complet qui existe naturellement sur Terre de manière locale, je me suis dit, on y va. Et là, quand j'ai regardé la partie business, la France, c'est le premier producteur de spiruline en Europe. C'est le premier consommateur de spiruline en Europe. Et malgré ça, on importe 80% de notre spiruline qu'on consomme. Donc j'ai dit, bon, il y a un marché. En plus, le produit n'existe pas sous sa forme fraîche. Et en plus... Alors, mais justement, je vous coupe, parce que Gabriel Riboulet, si tout le monde fait de la spiruline déshydratée, pourquoi est-ce que vous allez vous mettre sur la fraîche ? Qu'est-ce que ça apporte de plus ? 3 choses. La première chose, c'est la texture et le goût. La spiruline fraîche, donc ça c'est de la spiruline qu'on a récoltée tout à l'heure, n'a pas de goût et a une texture très onctueuse, contrairement à la spiruline déshydratée qui est un peu considérée comme de la nourriture pour poisson par certains, de son odeur et de sa texture. La deuxième chose, c'est la valeur nutritionnelle. Sans être biologiste ou scientifique, si je prends une pomme déshydratée et que je la mange, ou si je prends une pomme fraîche et que je la mange, j'aurai plus de valeur nutritionnelle. Et enfin, le troisième point, c'est le côté local. Si je le fais frais, je peux le produire de manière locale et en toute transparence. On vous entend parfaitement, mais alors pourquoi vos concurrents se sont-ils mis sur la déshydratée s'il y a autant d'avantages à faire de la fraîche ? C'est très compliqué d'un point de vue microbiologique et organoleptique. C'est-à-dire que microbiologiquement, vu que c'est une cyanobactérie, on doit faire une analyse de l'eau à chaque fois qu'on va vendre le produit, avec un laboratoire indépendant. Notre ferme, qu'on peut visiter dans le 18e arrondissement, ça ressemble à un laboratoire. On est en blouse, on se lave les mains, l'air est filtré, l'eau est filtrée, la lumière est contrôlée, etc. Du coup, c'est des investissements et des coûts qui sont très importants, contrairement à la déshydratée, où finalement je vais me permettre de tuer tout ce qui est pathogène à l'intérieur et avoir 2 ans pour la vendre, alors que nous, on est sur un produit vivant, c'est 10 jours sur la spiruline fraîche. Donc vous avez pris beaucoup plus de risques que vos concurrents, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Amancio. Je voulais poser la question, c'est au niveau nutritionnel. Est-ce qu'il y a une différence entre la fraîche, la poudre et les liquides ? Oui, alors le moins bon, c'est la gélule. Ce qu'on appelle le complément alimentaire. La gélule, c'est vraiment le moins bon parce que c'est de la poudre de différentes usines qui a en plus compacté et qui a été chauffée à forte température. Donc, on va perdre des valeurs nutritionnelles. Sur la fraîche, là où c'est très intéressant, c'est tout ce qui est vitamines, chaînes d'acides aminés complexes et antioxydants, où on garde quasiment 100% de la valeur nutritionnelle du produit. Gabriel Riboulet, parlez-nous du marché de la spiruline fraîche. Qu'est-ce qui représente aujourd'hui
en France, en Europe, dans le monde, et surtout quelles sont ces perspectives de croissance? Alors la perspective, elle est à 2 chiffres tous les ans, quels que soient les pays, donc ça c'est assez intéressant. Sur la partie complément alimentaire, vu qu'on n'a pas de recul sur la partie fraîche. Et nous quand même l'objectif c'est de passer de je gobe une gélule ou je prends mon complément alimentaire à je le mets dans un aliment. Donc on a certainement une perspective de plus qu'à 2 chiffres. En France on est autour de 20% d'augmentation par an du marché de la spiruline. On est sur 200 millions à peu près sur l'Île-de-France. Nous on travaille vraiment dans une logique de localité, c'est-à-dire que pour le moment, on livre que dans un rayon de 20 km. Mais une fois qu'on aura sorti la spiruline du complément alimentaire et qu'on l'aura mis dans l'aliment, alors là, les perspectives, elles sont en centaines de millions. On voit le petit bout que vous nous avez apporté. Oui. Ça coûte combien alors? C'est un produit de luxe? Tout est relatif. Si vous prenez un café à 2 € tous les jours, vous pouvez prendre votre dose de spiruline fraîche tous les jours pour 2 €. Il a réponse à tout. C'est l'équivalent de 10 grammes par jour par personne. C'est considéré comme un dopant naturel. Les sportifs de haut niveau utilisaient déjà la spiruline déshydratée et on est en train de passer certains sportifs en France, à Paris, à la spiruline fraîche. Donc c'est pas un gros budget pour rester en forme. Amancio. Et est-ce que vous avez des collaborations en cours ou planifiées avec l'industrie de l'alimentation pour utiliser les spirulines comme un ingrédient de leurs produits? Bien sûr. Aujourd'hui, non. En toute transparence, on ne veut pas aller vers ça pour le moment, dans le sens où on est les seuls, on est les premiers et on vend 100% de ce qu'on a. On est en cours de levée de fonds pour augmenter notre capacité de production, levée de fonds auprès de petits porteurs BA directement via notre site et de banques internationales. L'objectif, c'est d'avoir un volume de production en tonnes par an de fraîche pour passer sur de l'agroalimentaire lourd et traditionnel, on va dire. Et des collaborations, justement, vous parliez des sportifs avec des marques de sport, justement. Est-ce que l'avenir, il n'est pas là? Sur les collaborations de produits, oui. Par exemple, on est en train de faire un jus à la spiruline fraîche de Paris, jus de citron, gingembre. Pour, je ne peux pas dire, des gâteaux également, où on va intégrer en tant qu'ingrédient la spiruline fraîche. Très rapidement, il nous reste 30 secondes, on entre dans un deuxième reconfinement. Comment est-ce que vous le vivez en tant qu'entrepreneur? Quelles conséquences pour votre entreprise? Nous, on est en phase d'accélération, comme je disais, levée de fonds, donc on continue à produire. Du coup, on a congelé le produit pendant le premier confinement pour le garder et garder du stock. Et la deuxième chose, c'est qu'on est passé du B2B au B2C et on peut acheter directement maintenant sur notre site internet. C'est ça, donc le site internet d'Algorapolis. Je rappelle que Gabriel Riboulet, vous êtes le patron de cette start-up qui est basée à Paris et qui a déjà 7 salariés. Merci Amancio d'être venu nous parler du burger végétal. On sait ce que nous allons manger demain grâce à ces 2 personnalités. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain pour de nouvelles histoires audacieuses d'entrepreneurs. Très bon samedi à vous.